Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode des webinaires du projet PEI Santé du végétal, qui porte donc aujourd'hui sur les plantes de service et leurs utilisations dans le cadre de la gestion des adventices. Donc je me présente Élodie Pipon, chargée de mission à Végépolis Vallée et en charge de l'animation d'un des volets du projet PEI Santé du végétal, dont je détaillerai la teneur en introduction. Je suis accompagnée aujourd'hui de Céline Bourlet, chargée de mission expérimentation agronomie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui interviendra pour un partage d'expériences autour des grandes cultures, avec une présentation de résultats obtenus dans le cadre de projets, dont le projet Progrès Live notamment. Donc je vais démarrer par une introduction portant sur le projet PEI Santé du végétal. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un projet régional porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui a démarré au printemps de l'année dernière et qui va courir jusqu'en 2021. C'est un projet interfilière qui a pour finalité d'aider les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire de leur culture. Il porte sur 2 grandes thématiques que sont la diversification des cultures et les pratiques alternatives en protection des cultures, le tout décliné en 4 volets. Les objectifs de ce projet, c'est dans un premier temps d'identifier, de compiler et de diffuser des connaissances déjà acquises et opérationnelles, et dans un second temps d'accompagner dans le cadre de groupes opérationnels des agriculteurs testant des pratiques et modes d'organisation alternatifs. Donc les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus d'un des travaux du volet 2.1 de ce projet. Donc volet qui s'intitule Techniques alternatives aux produits phytosanitaires, connaissances et savoir-faire disponibles en interfilière. Donc c'est le volet que j'anime et l'étude consiste en l'élaboration d'un panorama des pratiques actuelles et en développement, à l'identification des leviers les plus pertinents pour le contexte régional et pouvant notamment être étendus d'une filière à une autre, et à la construction d'un plan d'action pour en favoriser l'appropriation par les producteurs. Donc pour réaliser le panorama évoqué, près de 80 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des référents techniques de l'ensemble des filières du végétal. L'idée était d'identifier les pratiques des agriculteurs ligériens en matière de protection des cultures et d'identifier également des projets en cours ou des pistes de réflexion. Donc les informations que je vais présenter, ça constitue une synthèse de ces échanges. Et aujourd'hui, on va faire un focus plus particulier sur le levier plantes de service et leurs utilisations dans le cadre de la gestion des adventices. Donc quelques éléments de définition pour commencer. Donc bien évidemment, la gestion de la flore adventice, c'est une préoccupation majeure de l'ensemble des filières et les plantes de service peuvent apparaître comme un des leviers alternatifs pouvant être mis en œuvre pour cette gestion alternative. Donc les plantes de service, ce sont des plantes disposées avant ou pendant une culture, dans ou autour et qui apportent un ou des avantages à celle-ci. Donc portant sur la qualité des sols ou pouvant assurer un contrôle des bioagresseurs, notamment des adventices, notre thématique d'intérêt aujourd'hui. Donc ça, c'est la définition d'Alain Fer. Il faut savoir que ce terme plante de service peut parfois pour certains s'amalgamer avec d'autres appellations, comme plantes compagnes, couverts, enherbement, plantes d'interculture, etc. Et donc certains y intègrent aussi les cultures associées qui peuvent être commercialisées. Donc on sort de cette définition, mais dans cette présentation, on va en sortir un petit peu pour aborder ces notions de cultures associées. Donc dans tous les cas, ces plantes de service, si elles sont mises en œuvre pour une gestion des adventices, c'est qu'elles vont pouvoir par exemple avoir un effet sur la compétitivité pour les ressources, elles peuvent avoir un effet de barrière mécanique à la levée des adventices ou avoir un effet allélopathique. Donc si on regarde maintenant ce qui se retrouve sur le terrain, donc vous voyez que cette slide présente quelques exemples de plantes de service qui sont mobilisées dans le cadre de la gestion des adventices notamment, et qui ont été cités lors des échanges avec les référents techniques. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais elle permet d'avoir un aperçu des solutions trouvées sur le terrain. Donc les couverts d'interculture, donc c'est les plantes de service qui ont été les plus citées, mais qui assez régulièrement d'ailleurs étaient vues au-delà de leurs seules actions dans la gestion des adventices. En grande culture, c'est un levier qui autrefois a pu être perçu comme une contrainte,
Mais on assiste aujourd'hui à un emploi de mélange de plus en plus riche et de plus en plus complexe. En maraîchage, l'utilisation des couverts a été également mentionnée, que ce soit par une utilisation pour leur développement rapide pour un effet étouffant ou pour leurs utilisations dans le cadre d'un effet inhibiteur via l'allopathie. En production de semences, les couverts ont été plutôt évoqués en lien avec leur mode d'implantation, implantation sous couvert, et en plantes à parfum aromatique et médicinal ou PAM. Là, petite difficulté à mettre en œuvre ce levier, avec des contraintes notamment vis-à-vis des dates d'implantation. Ce qui fait que les adventices ont pu être cités comme un couvert utilisé, en les laissant comme tels en fait sur la parcelle en interculture. Les associations culture plantes de service ont également été mentionnées. Là encore, il a été mis en évidence la diversité des objectifs attenant à leur mise en place. En grande culture et production de semences, l'association la plus utilisée fut celle des plantes compagnes gélives du colza, mais a également pu être citée les associations céréales légumineuses qui sont de plus en plus retrouvées selon les experts. En viticulture ou arboriculture, les plantes de service les plus citées attenaient plutôt à des notions d'enherbement interrang et à des échelles plus expérimentales sur le rang. C'est également travaillé en horticulture avec des réflexions qui sont menées autour de plantes couvre-sol sur le rang ou en interrang, donc à l'image de ce qui se travaille en fait en pérenne. Et enfin, les plantes de service peuvent également se travailler pour la gestion des abords de culture, notamment via des plantes couvre-sol, là encore. Et donc ça se travaille notamment en horticulture ou en PAM. Dans le cadre des entretiens, les experts étaient interrogés sur leur perception, leur estimation du niveau d'efficacité et de diffusion du levier plantes de service pour la gestion des adventices. Donc là, vous observez une représentation synthétique et qualitative de ces estimations, avec à gauche un niveau d'efficacité à dire d'experts, à droite un niveau de diffusion. Donc on peut noter en préambule que la perception de l'efficacité et de la diffusion au niveau du terrain varie d'un acteur à l'autre. Et donc le positionnement des curseurs que l'on observe, il est donné vraiment à titre indicatif et il constitue un support d'échange en fait entre acteurs des filières. Alors en tendance générale, sans vraie surprise d'ailleurs, plus la solution est estimée efficace, mieux elle se diffuse. Mais comme le levier observé aujourd'hui n'est pas clairement substitutif et peut donc modifier de façon importante en fait les pratiques du producteur, on a une corrélation qui n'est pas parfaite. On peut avoir une solution estimée efficace qui finalement ne se diffuse pas facilement. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait ce levier est estimé avec une efficacité qualifiée de variable et un déploiement qui est plutôt moyen plus à faible, on va dire, selon les filières, mais aussi selon le type de plante de service considérée. Ainsi, les plantes de service utilisées en interculture semblent être, à dire d'experts, celles qui sont les mieux diffusées, même si elles sont très diversifiées et donc avec un niveau d'efficacité et de diffusion qui va varier et dépendre du contexte. Mais néanmoins, c'est un levier qui est de plus en plus fréquemment retrouvé et la gestion de la flore adventice étant l'un des objectifs visés. Les associations sont un peu moins diffusées car a priori moins maîtrisées techniquement, sauf peut-être exception des plantes compagnes du colza qui se retrouvent sur le terrain ou les associations blé légumineuses qu'on retrouve également de plus en plus a priori. Pour le reste, des références sont encore à acquérir et ça, on peut le dire également pour tout ce qui se travaille sur l'interrang, sur le rang ou encore en abord de culture où là, il y a des choses qui sont travaillées, mais il y a encore des références à acquérir ou diffuser. On réalise rapidement un focus par filière. En grande culture, on a une grande diversité de plantes de service qui sont utilisées et répondant à des objectifs variés. Ce qu'on va retrouver le plus, c'est les couverts puis les associations. En maraîchage, ça va plutôt être les couverts, mais avec une utilisation moyenne en culture. Même si les associations sont moins retrouvées, elles sont travaillées. En culture pérenne, l'enherbement interrang est présent et il est travaillé sur le rang. En horticulture, ce qui semblait le plus retrouvé, c'était plutôt la gestion, le travail au niveau de l'interrang et au niveau des bordures de parcelles. En production de semences, les couverts ont été cités, mais également un travail est mené autour des implantations sous couvert. En PAM, c'est aussi le cas, mais le levier plante de service, globalement, est quand même peu diffusé car complexe à mettre en œuvre. Donc si on réalise rapidement un bilan, on peut dire que en réponse aux enjeux de la gestion des adventices, les plantes de service représentent une alternative possible.
C'est un levier d'intérêt pour une bonne partie des experts interrogés, et ce d'autant plus qu'il peut être multiservice. On a une diversité de plantes de services, de modes d'implantation, d'associations possibles qui se révèle être un véritable point positif, mais ça peut également être un frein puisque ça peut générer un grand nombre d'interrogations autour du choix effectué pour son propre contexte. De fait, un frein à la diffusion mentionnée est attenant à ce constat. Il s'agit de la technicité requise pour intégrer ce levier, le choix des espèces à adapter au contexte, le mode d'implantation, de pilotage, de destruction, etc. Donc, en conséquence, ça peut conduire à de mauvaises expériences qui peuvent avoir un impact sur la diffusion. Et donc, l'accompagnement est donc plus que nécessaire et a été fortement mis en avant par les référents rencontrés. Il a été relevé par ailleurs que ce levier était envisagé comme un levier à effet potentiellement partiel et donc à combiner à d'autres pour aboutir à une stratégie cohérente et pourquoi pas en allant jusqu'à la reconception de systèmes. Donc l'utilisation de plantes de service peut apporter des contraintes techniques, peut également potentiellement apporter des contraintes économiques ou organisationnelles en termes de temps passé, de modification de pratiques. Et donc il y a un certain nombre de travaux qui sont encore à mener pour mieux connaître les impacts positifs ou négatifs de ces plantes dans les systèmes de culture, les processus et interactions qui rentrent en jeu, les modes de gestion en fonction des espèces choisies, les modes d'implantation, etc. Et donc certains référents ont pu marquer leur intérêt pour une mise en commun de ces connaissances et résultats en interfilière pour pouvoir aller plus loin et plus vite dans le déploiement de ce levier. Donc un bon nombre des filières et référents interrogés travaillent cette thématique, plantes de service, pour la gestion des désadventices ou plus généralement la thématique des plantes de service. Donc en testant des espèces, des associations, des modes d'implantation, plantes couvre-sol, couverts, semi-sous couverts, enherbement en interrang ou sur le rang. Au cours des différents entretiens, il y a certains projets qui ont pu être mis en avant. Alors, ce que je vais lister là, c'est pas du tout exhaustif, mais ça permet de disposer d'un aperçu des thématiques travaillées. Donc, par exemple, il y avait le CASDAR Alliance qui s'est terminé en 2016-17 autour de l'amélioration des performances écologiques et économiques par association de plantes de services légumineuses dans des systèmes de culture à base de blé et de colza. Le projet Vancouver qui va se terminer en 2020 autour de la valorisation des couverts végétaux dans les systèmes de culture pour la gestion agroécologique de la flore adventice. Le projet Placo-HB autour de plantes couvre-sol comme contribution au contrôle des adventices et à la promotion de la biodiversité, qui est un projet interfilière où les filières maraîchage, horticulture, PAM, arboriculture et viticulture sont représentées. Également le projet Progrès Live dont va parler par la suite Céline. Et puis il y a également des projets plus globaux qui travaillent la gestion intégrée des adventices qui ont pu être mentionnés, comme l'ANR COSAC qui s'est achevé cette année autour de la conception de stratégies durables de gestion des adventices dans un contexte de changement. Le projet FIPAM, un peu plus ancien, qui s'est achevé en 2013 autour de la protection herbicide intégrée en PAM. Et sans oublier l'ensemble des projets, défis XP, défis fermes, répartis sur l'ensemble du territoire et puis qui travaillent cette thématique où bien évidemment le levier plantes de service est combiné à d'autres. Donc je conclurai avec cette slide présentant quelques pistes de réflexion en interfilière puisque l'interfilière est la base même du projet PEI Santé du végétal. Donc la gestion de la flore adventice, comme j'ai pu le dire plus tôt, est une préoccupation majeure pour l'ensemble des filières. Et donc le levier plantes de service est revenu assez régulièrement lors de mes échanges lorsque j'interrogeais les experts sur les sujets possibles à travailler en interfilière. Donc ces experts ont pu voir des rapprochements, par exemple, entre les cultures, les filières pérennes, pour travailler sur l'interrang, pour travailler sur le rang. Les grandes cultures se penchent également sur cette gestion de l'enherbement en culture pérenne. La filière maraîchage voit un lien possible avec les grandes cultures pour travailler sur les couverts, mais également un lien avec l'horticulture. Et donc inversement, la filière production de semences voit un lien avec la filière maraîchage ou grande culture, les PAM avec les maraîchers ou les producteurs de semences. Donc il y a véritablement
des liens qui peuvent être imaginés. Et en fait, ça porte surtout sur la communication mutuelle des connaissances acquises via l'expérimentation, les résultats obtenus quant à l'efficacité des pratiques ou espèces testées. En fait, ce qui a été mis en avant, c'est l'importance de partager en interfilière toutes ces connaissances, de les regrouper, pourquoi pas de même mettre en commun des moyens pour de l'expérimentation interfilière ou de mutualiser certains essais, voire de profiter des screenings existants pour tester ce qui a été identifié dans d'autres filières comme intéressant. Donc vraiment, cette notion d'interfilière, c'est vu comme un moyen de mutualiser les forces et de s'inspirer des autres filières peut-être plus avancées ou qui ont tout simplement testé des choses non encore testées au sein de sa propre filière. Donc voilà, pour en fait aller plus loin et plus vite dans le déploiement du levier. Donc l'ensemble des éléments que je viens de présenter, ça constitue une première brique en fait pour la suite des travaux du projet. Et il s'agit de résultats plutôt qualitatifs qui vont être illustrés aujourd'hui par un exemple concret des résultats obtenus dans le cadre de projets. Donc ça va être le contenu du témoignage de Céline Bourlet à qui je donne la parole. Donc je vais vous parler maintenant de l'utilisation des plantes de service pour la gestion des adventices, surtout dans le contexte, dans le cadre des grandes cultures et pour les plantes de service cultivées en même temps que la culture principale. Donc je vais commencer par vous refaire, donc on en a déjà un petit peu parlé, de façon plus théorique, quels sont les intérêts et bénéfices attendus de cette plante de service par rapport à la gestion des adventices. Ensuite, je vous présenterai à travers 3 projets sur lesquels a travaillé la Chambre des Pays de la Loire, quel impact réel on a pu avoir sur la gestion des adventices. Et ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on met ce levier en œuvre dans sa parcelle et quelles questions on a à se poser avant de le faire. Donc, quel bénéfice est-ce qu'on attend de cette plante de service ? Donc, je vous ai remis une définition de plante de service qui est un petit peu différente de celle qu'on a pu donner tout à l'heure. Donc là, on parlera surtout d'espèces qui accompagnent la culture principale et qui permettent de remplir des fonctions d'amélioration des processus de développement de la culture ou de régulation des bioagresseurs. Donc ici, les adventices. Sachant qu'on aura des cas où cette plante de service est récoltée et des cas où elle n'est pas récoltée. Donc a priori, l'utilisation d'une plante de service pour la gestion des adventices semble un levier intéressant, surtout en agriculture biologique, c'est quelque chose qui est déjà utilisé, mais aussi en agriculture conventionnelle ou dans le contexte actuel où on essaie de diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Donc si on regarde de façon théorique ce qu'on attend de cette plante de service quand elle est cultivée avec notre culture principale, c'est qu'elle entre en compétition avec les adventices pour la lumière, pour l'eau et les nutriments, voire qu'elle ait d'éventuels effets allélopathiques, donc c'est le cas par exemple de l'avoine, sur ces adventices. Donc au final, on cherche une plante de service qui sera récoltée ou non, mais qui aura une levée rapide, qui aura un développement de biomasse important, et un bon pouvoir couvrant, donc pour pouvoir entrer en compétition avec ces adventices. Mais si elle entre en compétition avec les adventices, elle entre aussi en compétition avec la culture principale. Donc on aimerait aussi que cette plante de service ne pénalise pas trop notre culture principale. Donc, quel impact réel est-ce que ça a ? Donc, quels résultats est-ce qu'on a obtenus, nous, dans nos 3 projets ? Donc, je vais vous présenter ça maintenant. Pour le premier projet, donc c'est le projet Progrès Live, dont le gros objectif était d'améliorer l'autonomie protéique des élevages de l'Ouest. Dans ce cadre-là, du coup, on s'est intéressé à la févrole, aux pois protéagineux et aux lupins, donc qui sont 3 cultures qui ont un intérêt agronomique assez important et qui ont un intérêt aussi pour l'autonomie protéique dans un contexte actuel de volonté de diminuer le soja importé des Amériques. Mais ces cultures-là, elles font face aujourd'hui à des problèmes techniques. Donc, c'est des cultures qui lèvent lentement, qui couvrent peu le sol, qui perdent leurs feuilles en fin de cycle, donc qui laissent la lumière arriver jusqu'au sol, pour lesquelles on a un réel problème de gestion des adventices, qui s'ajoute à un problème de gestion des maladies, des ravageurs et de variabilité du rendement. Donc, on a mis en place un réseau d'essais, à la fois en agriculture conventionnelle et en agriculture bio, en Bretagne et en Pays de la Loire pendant 4 ans pour tester l'ajout d'une céréale assez protéagineux pour améliorer la gestion du salissement et sécuriser le rendement, que ce soit le rendement du protéagineux ou le rendement total de l'association.
Donc pour les principales modalités testées, donc à chaque fois on a mis le protéagineux à 100% de sa dose de SMI, donc ça veut dire qu'on l'a semé comme si il était en pur tout seul, et on y a ajouté une petite dose de céréales, donc 30% de la dose de semis en pur pour les protéagineux d'hiver et 20% pour les protéagineux de printemps. Donc on arrive à peu près à 75 grammes pour les céréales conventionnelles et 100 grammes dans le cas de l'agriculture biologique. Donc on a testé la févrole, le pois, le lupin, en hiver, en printemps. On l'a associé avec un certain nombre de céréales, adaptées en fonction du cycle et du protéagineux considéré. Donc vous avez là toutes les céréales, le blé, triticale, avoine, orge principalement, qui ont été testées comme plante de service pour gérer les adventices et sécuriser le rendement. Donc je vais vous présenter maintenant quelques résultats qu'on a eu en agriculture biologique. Donc c'est là où on a eu les résultats les plus forts. À gauche, vous avez sur la photo le pois d'hiver en culture pure et à droite, le pois d'hiver associé à l'avoine. Donc ce qu'on a vu, c'est que déjà dès la levée, on a un pouvoir couvrant de l'association supérieure à la culture pure. Donc avec l'avoine là qui se développe assez vite, qui tale et qui vient couvrir le sol, laisser nu entre les rangs de pois. Donc ça, c'est un effet qu'on a vu, même à faible densité. Donc même à cette densité-là, la céréale permet un meilleur pouvoir courant. Donc après vous, une meilleure compétition pour les adventices. Ensuite, à floraison, on a mesuré la biomasse des adventices présentes dans l'association et dans la culture pure. Donc là, vous avez les résultats pour les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Sur le graphe en ordonnée, on a la biomasse adventice de l'association et en abscisse la biomasse adventice de la culture pure. Donc quand le point est situé en dessous de la droite, on a un salissement plus faible dans l'association que dans la culture pure et inversement quand on est situé au-dessus. Donc ce qu'on voit, c'est que là, pour la quasi-totalité de nos essais, on était en dessous de cette droite. Donc ça veut dire que dans la majorité des cas, le fait d'avoir ajouté une céréale a permis de diminuer la biomasse adventice à floraison, et ça pour tous les protéagineux testés. Par contre, on s'est rendu compte aussi qu'on avait une variabilité assez importante à l'intérieur même des parcelles, donc on a redécoupé l'analyse par micro-parcelle, et là, donc vous avez en vert la proportion de micro-parcelles où la biomasse adventice de l'association était inférieure à celle du pur, et en rouge les micro-parcelles où on n'avait pas eu d'intérêt de l'association sur la gestion des adventices. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en culture d'hiver, on est au moins à 55% des parcelles, donc plus de la moitié, et en culture de printemps, on monte à 64% des parcelles, où on a une meilleure maîtrise des adventices grâce à l'association, avec une variabilité aussi entre céréales testées. Donc là, si on regarde l'avoine par exemple, on est quasiment à 75% des cas où l'ajout de l'avoine a permis une meilleure maîtrise des adventices. Et si on regarde maintenant en termes de baisse, donc toujours en agriculture biologique, vous avez la baisse en pourcentage de la biomasse adventice à floraison. Et là, c'est encore l'avoine qui ressort comme la plus intéressante, quel que soit le protéagineux considéré, et l'orge aussi en culture de printemps, donc qui permettent les plus fortes baisses de biomasse adventice. Donc ça, c'était les résultats en agriculture biologique. On a testé exactement la même chose en agriculture conventionnelle. Par contre, on s'est heurté à d'autres problèmes. C'est qu'on avait beaucoup de sites qui, au final, étaient propres avec après le labour et le passage d'herbicides en prélevé. Donc, on n'a pas pu observer grand-chose. Par contre, sur les parcelles où on avait du salissement quand même à floraison, on a observé exactement les mêmes tendances qu'en agriculture bio. Donc, c'est un levier qui pourrait être intéressant aussi en agriculture conventionnelle. Sachant qu'on n'a pas les mêmes contraintes derrière, le fait d'associer une céréale et un protéagineux limite la gamme de produits utilisables après la levée. Donc en fait, concrètement, aujourd'hui, on n'a pas de produits homologués après la levée sur les protéagineux et les céréales. Donc on n'a pas de solution de rattrapage une fois la levée est passée. Et aujourd'hui, on a atteint un peu les limites de notre réseau d'essai aussi, c'est que il ne permet pas de dire concrètement, est-ce que l'association permet d'économiser un passage herbicide, deux passages herbicides. On est un peu plus limité sur les conclusions en conventionnel, mais on a quand même observé les mêmes tendances qu'en bio, donc on a quand même un intérêt sur ce levier, donc intérêt à continuer à étudier un peu son effet. Et voilà, donc ça c'était pour les résultats Progrès Light. Donc on était sur une association protéagineuse céréale où les deux cultures étaient récoltées.
Maintenant, on va passer sur un autre projet, c'est Calibio, qui s'est plus focalisé sur le soja. Donc là, le problème du soja dans la moitié nord de la France, c'est qu'on est sur des variétés de type 000, qui donc sont moins vigoureuses au démarrage, moins couvrantes et moins productives. Et on est dans des zones où historiquement on a moins recours au désherbage mécanique, où les agriculteurs sont moins équipés, où on a moins de périodes favorables pour le faire, et donc une problématique de gestion du salissement dans l'interrang, mais surtout sur le rang dans cette zone-là. Donc dans ce projet, il y a eu un peu une capitalisation sur plusieurs essais qui avaient été menés dans différentes régions, sur différentes années, avec différentes plantes de service. Donc là, il y a 29 les résultats de 29 plantes de service qui ont été étudiées. Et là, l'objectif, c'est vraiment la maîtrise des adventices sur le rang, sans trop impacter le rendement du soja. Donc là, vous avez les résultats en fait qui sont ressortis de ce screening, donc les différentes cultures qui ont pu être testées en tant que plantes de service et leurs effets sur les adventices. Et vous avez aussi une colonne sur la compatibilité avec la culture du soja, donc la compatibilité des cycles pour la récolte. Donc ce qu'on voit, c'est que les céréales d'automne peuvent avoir un intérêt pour gérer les adventices. Donc là, c'est des céréales d'automne semées au printemps. Donc elles talent beaucoup, elles font de la biomasse, mais généralement elles ne font pas d'épis. Donc ça a un intérêt pour gérer les adventices. Le risque, c'est qu'elles soient trop développées à la récolte et donc qu'elles gênent la récolte. On a vu un intérêt fort aussi du sarrasin pour la gestion des adventices, mais là avec un problème aussi de compatibilité des cycles, avec un sarrasin qui était encore très vert à la récolte du soja, et donc qui gênait la récolte. Et on a vu un intérêt aussi pour la cameline, où là un très fort effet sur les adventices aussi, et là par contre un cycle qui était beaucoup plus compatible avec la culture du soja. Donc ça, c'est des pistes, ça a été retesté dans des essais micro-parcelles, mais c'est encore à creuser, surtout pour confirmer l'effet de la cameline. Donc là, je vous ai remis quelques exemples qui ont été testés dans ce projet. Donc là, vous avez du soja associé à de la cameline qui a été semé au semoir à céréales, donc à faible écartement. Tout a été semé en mélange, donc la graine de cameline a été collée avec l'inoculum du soja. Et du fait du faible écartement, on n'a pas eu de binage, mais une gestion des adventices correcte grâce à la présence de la cameline. Là, on n'avait pas de bande témoin, donc un rendement d'environ 10 quintaux, mais on n'a pas de comparaison avec une bande témoin. Là, c'est un exemple avec une association au sarrasin. Donc là, par contre, ça a été semé au semoir monograine, donc un écartement beaucoup plus grand, qui a permis un binage et donc une très bonne gestion des adventices dans l'interrang grâce au binage et sur le rang grâce à la présence du sarrasin et un impact finalement assez faible sur le rendement de 4 quintaux par rapport au soja pur. Mais là, le problème, ça a été ce que je disais juste avant, c'est que le soja était encore vert, donc il a retardé la maturité du soja et il a gêné un peu la récolte avec des problèmes de bourrage de la moissonneuse. Donc au final, une culture qui est intéressante, mais qui est peu adaptée pour associer au soja. Et là, vous avez l'association encore à la cameline, mais dans le cas d'un écartement plus important, donc qui permet un binage. Et là, par contre, une très bonne gestion des adventices et un impact sur le rendement un tout petit peu plus fort que tout à l'heure, qui était là de 7 quintaux. Donc ça, c'est des exemples. Après, c'est la cameline qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est à voir concrètement dans l'utilisation si elle a vraiment un intérêt. Et pour finir, on va parler du maïs. Donc là, on a beaucoup moins d'essais, mais la problématique qu'on avait, c'était d'enrichir l'ensilage de maïs qui est riche en énergie mais pauvre en azote. Donc l'enrichir grâce à une plante de service en MAT et en même temps gérer les adventices sur le rang, donc ce qui est parfois un peu compliqué en maïs comme pour le soja en agriculture biologique. Donc on a mené 2 essais l'année dernière en Pays de la Loire, on continue cette année pour confirmer ce qu'on a pu voir. Donc là, l'objectif, c'est augmenter la MAT de l'ensilage récolté grâce à une plante compagne et maîtriser le salissement sur le rang. Donc là, c'est vraiment des tendances, vu qu'on a les résultats d'une seule année. On avait 2 essais, on a testé un certain nombre de plantes de service. Donc, ils sont rangés d'abord celles qui avaient pour objectif premier d'augmenter la MAT de l'ensilage, et ensuite celles qui avaient pour objectif de vraiment maîtriser le salissement sur le rang.
sachant que pour toutes les plantes de service, on a mesuré la biomasse adventice. Donc vous avez dans le premier essai le pourcentage de diminution de la biomasse adventice à floraison. Donc sachant que là, on part sur l'essai 1 d'un salissement qui était déjà assez faible, mais on a bien vu une diminution, surtout avec la cameline, le haricot tarbé et le tournesol, du salissement. Par contre, sur notre deuxième essai, on avait un salissement très fort et là, on n'a pas vu grand-chose à part un effet du haricot tarbé. Donc ça montre aussi les limites quand on arrive dans des salissements très importants. Généralement, la plante de service seule ne suffit pas à gérer le salissement. Et là, il y a d'autres leviers à mettre en place pour vraiment gérer les salissements importants. Donc là, vous aviez une photo. À gauche, vous avez le maïs pur et à droite, le maïs associé à la cameline, sachant que les deux ont été binés. Et donc, on voit bien dans le maïs pur des adventices qui se sont développés sur le rang, qui ont colonisé l'interrang. Et ces adventices-là ne sont pas du tout présentes dans la modalité avec de la cameline. Donc globalement, dans ces cas-là, d'utiliser la plante de service pendant le cycle de la culture pour gérer les adventices, on a vu des effets assez positifs, surtout en agriculture biologique. Après, qu'est-ce que ça donne concrètement quand on considère l'ensemble de la culture, du système? Donc, on a d'autres services qui peuvent être ajoutés à la gestion des adventices quand on utilise la plante de service. Donc, on l'utilise pour gérer les adventices, mais elle apporte aussi d'autres intérêts. On a vu le cas pour le pois où on avait un effet tuteur de la céréale. Ça peut apporter aussi un intérêt sur la gestion des maladies et des ravageurs. Ça peut apporter un intérêt sur la fertilisation azotée. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui a été testé dans le Casdar Alliance avec le colza. On peut augmenter la MAT, donc là dans le cas du maïs, en associant le maïs à une légumineuse. On peut sécuriser le rendement, on peut diminuer les intrants, donc tout un tas d'autres services qui vont s'ajouter au fait qu'on améliore la gestion des adventices. Mais on a aussi beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte que juste la gestion des adventices et où là, on peut se poser la question de l'impact de la plante de service sur ces facteurs-là. Donc déjà, la chose la plus importante au final quand on cultive une plante, c'est le rendement. Donc quel impact a cette plante de service-là sur le rendement? Donc le graphe à gauche, c'est les résultats pour le projet Progrès Live et le graphe en bas, c'est les résultats de rendement pour notre essai en maïs associé. Donc si on regarde pour les résultats Progrès Live, vous avez le rendement relatif par rapport aux protéagineux purs. Donc quand on est en dessous de 100%, on a une diminution du rendement dans la culture associée par rapport à la culture pure. Et quand on est au-dessus, c'est que dans l'association, on a une augmentation du rendement par rapport aux protéagineux seuls. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est déjà très diversifié en fonction du protéagineux considéré. On a des cas, par exemple, avec le lupin de printemps en conventionnel, où systématiquement, le fait d'associer le lupin diminuait le rendement. Et inversement, dans les cas avec le pois, donc que ce soit en bio ou en conventionnel, le fait d'associer, grâce à l'effet tuteur, permettait d'augmenter le rendement récolté. Donc là, on n'avait pas d'impact au final sur le rendement, alors que dans d'autres cas, sur le lupin ou la févrole, on pouvait avoir des effets négatifs de la plante de service sur le rendement du protéagineux. Si on regarde sur le maïs, c'est la même chose. Donc, le fait d'avoir ajouté une plante de service au maïs, au final, en tendance, diminue le rendement fourrager du maïs associé par rapport au maïs pur. Donc au final, on a un impact sur le rendement qui dépend vraiment de la culture considérée, qui dépend aussi de la plante de service qui a été associée. Plus la plante de service va être compétitive, plus elle va avoir un impact sur le rendement de la culture principale. Dans le cas de Progrès Live, par contre, vu qu'on récolte les deux cultures, on a un rendement total qui a été augmenté par rapport à la culture pure, mais ça c'est le cas uniquement dans les cas de quand la plante de service est récoltée. Mais dans tous les cas, on va chercher quand même à minimiser cet impact-là de la plante de service sur le rendement. Ensuite, on a un autre facteur important pour les agriculteurs, c'est la rentabilité économique. Donc, si on regarde dans le fait d'ajouter une plante de service à notre culture principale, on a un certain nombre de coûts supplémentaires par rapport à ma culture pure. Déjà, on achète les semences de la plante de service.
Ensuite, dans certains cas, on est obligé de passer 2 fois le semoir pour pouvoir semer cette graine. C'est le cas des petites graines, donc de la cameline, du trèfle ou des choses comme ça. On va être obligé de passer une deuxième fois en sursemis de la culture principale. Ou alors, on disait tout à l'heure de coller la cameline sur la graine de soja grâce à l'inoculum, mais ça sous-entend aussi de mélanger tout ça avant de semer. Donc, il y a un certain nombre de temps à passer avant le semis pour préparer la semence mélangée. Dans le cas des associations de Progrès Live, on était au moment des essais et tel que la réglementation était faite, on ne pouvait pas toucher d'aide PAC sur les protéagineux dans nos cultures associées. Donc c'était un peu un manque à gagner par rapport à la culture pure. Et dans le cas où la plante de service est récoltée, on a aussi un coût de tri à la fin si on veut vendre les cultures séparément. Donc tout ça, c'est des surcoûts qui sont liés uniquement au fait que j'ajoute une plante de service dans ma culture principale. Par contre, à l'inverse, on attend un certain nombre de bénéfices de cette plante de service qui vont se répercuter au niveau économique. Si ma plante de service a un intérêt pour gérer les adventices, on va limiter l'utilisation. Donc normalement, on s'attend à limiter l'utilisation des herbicides chimiques ou le passage d'outils de désherbage mécanique. Donc là, on va gagner sur ces postes-là. Et dans le cas d'une plante de service récoltée, on pourra éventuellement, donc c'est le cas des essais Progrès Live, on pourra éventuellement vendre la plante de service, donc apporter une production supplémentaire. Et cette plante de service pourra également servir de sécurité en cas d'échec de la culture principale et donc permettre de récolter quand même quelque chose à la fin, même si la culture principale n'est pas récoltable, et donc d'assurer au niveau économique un minimum de revenus. Donc si on résume, si la plante de service est récoltée, on aimerait qu'elle ne diminue pas trop le rendement, mais qu'en tout cas sa production à elle permette de compenser cette baisse de rendement et de compenser les surcoûts dus à son semis. Et par contre, quand on est dans le cas d'une plante de service non récoltée, là on n'a pas d'apport, à part la diminution du désherbage, on n'a pas forcément d'apport de cette plante de service au moment de la récolte. Et là, on essaiera de minimiser au maximum la baisse de rendement pour limiter l'impact économique. Et finalement, on a une question sur la faisabilité technique. Donc là, j'ai pas forcément de réponse. On a trouvé des réponses à certaines choses dans le cadre des projets, mais on s'en est posé aussi d'autres auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc c'est surtout des questions qui se posent au moment du semis. Est-ce que je sème en mélange? Est-ce que je sème en 2 fois? Est-ce que je sème sur le rang? Est-ce que je sème dans l'interrang? Est-ce que je sème tout à la même date? Donc dans le cas du lupin d'hiver, on s'est demandé s'il fallait semer la céréale à la même date que le lupin. Donc tout ça, c'est des questions qui sont surtout liées aux objectifs qu'on se fixe, mais après qui peuvent aussi avoir une question, voilà, est-ce que en semant ma plante de service en un deuxième passage, j'améliore pas la levée ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a testées, pour lesquelles on n'a pas encore vraiment de résultats, mais c'est des questions qu'on s'est posées. Et au niveau de la récolte et du tri, donc là c'est pareil, est-ce que je veux ou non récolter ma plante de service? Dans ce cas-là, je vais pas gérer les choses de la même façon. Comment est-ce que j'adapte ma moissonneuse pour récolter 2 cultures en même temps? Et comment est-ce que je fais pour trier? Est-ce que je trie chez moi? Est-ce que je trie à la ferme? Est-ce que j'ai envie de trier? Donc tout ça, c'est des questions que peut se poser l'agriculteur et qui dépendent vraiment de chaque contexte et des objectifs. Et donc on en vient au final, comment est-ce que je fais pour choisir ma plante de service? Donc toujours dans ce contexte plante de service semée avec la culture principale. Donc là encore, ça dépend des objectifs. J'ai résumé ça à 2 grands objectifs. Est-ce que mon objectif, c'est de maîtriser les adventices ou de sécuriser la production? Donc c'est les 2 grosses questions qu'on s'était posées dans Progrès Live. Et donc là, on a un gradient de compétitivité de la plante de service qui dépend de mon objectif. Si je veux maîtriser les adventices, c'est mon premier objectif, on va choisir une plante de service un peu plus compétitive pour vraiment entrer en compétition avec les adventices. Par contre, si je veux minimiser au maximum l'impact sur mon rendement, on va limiter la compétitivité de la plante de service. Et ensuite, ça dépendra de ce que je veux faire de cette plante de service à la récolte. Est-ce que je veux la récolter? Est-ce que je ne veux pas la récolter? Dans le cas, est-ce que je veux qu'elle ait disparu au moment de la récolte? Donc, il faudra plutôt choisir une plante de service gélive. Est-ce que je veux qu'elle soit encore là? Si je la récolte, est-ce que je veux la vendre? Est-ce que je veux l'auto-consommer? Donc si je veux la vendre, est-ce que je vais pouvoir la trier? Est-ce que il existe aujourd'hui un débouché pour cette plante de service-là si je veux la vendre?
Donc tout ça, ça dépendra vraiment des objectifs, sachant qu'il faudra toujours faire attention à la compatibilité des cycles. Donc on l'a vu avec le soja et le sarrasin, ça pose vraiment des problèmes à la récolte. Donc là, c'est vraiment quelque chose à vérifier avant, et aussi vérifier l'existence d'un débouché. On a vu en conventionnel, si on arrive avec de l'avoine ou du seigle et qu'on veut le vendre, est-ce que j'ai un débouché à côté de chez moi pour vendre ces cultures-là? Donc pour aider les agriculteurs et les techniciens à choisir, puisque tout ça c'est un peu au cas par cas au final, on a fait dans le cadre de Progrès Live, on est en train de faire des fiches par protéagineux où on a des grilles de décision sur l'association et sur le choix de la céréale à associer avec mon protéagineux. Donc on a également une synthèse de tous les résultats qui va être mis en ligne. Donc tout ça, ce sera disponible à la fin de l'année. Donc là, c'est vraiment des fiches techniques pour emmener sur le terrain, pour décider avec l'agriculteur le type d'association que l'agriculteur veut faire. On a aussi à la Chambre, dans notre pôle bio, une fiche technique pour la conduite des associations céréales protéagineux pour une récolte en grains. Donc là, on a un gradient. Tout à gauche, vous avez des associations avec beaucoup de protéagineux et un tout petit peu de céréales. Donc là, la plante de service, c'est la céréale. Et tout à droite, vous avez des associations avec beaucoup de céréales et peu de protéagineux. Donc là, la plante de service, c'est le protéagineux, principalement pour augmenter la teneur en protéines du blé. Donc sur ces fiches-là, vous avez toute la conduite de l'association à partir du semis jusqu'à la récolte, et vous avez aussi les plantes de service conseillées avec les densités, les variétés conseillées. Et pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin et avoir vraiment les résultats chiffrés de tous ces projets-là, on a tous les ans, on publie une synthèse des expérimentations qui sont menées à la Chambre des Pays de la Loire. Donc vous retrouverez, donc là vous avez la même chose, donc il y en a une en bio et une en conventionnel. Donc si vous voulez les résultats, donc on a parlé du soja, du maïs, des essais protéagineux céréales, vous retrouvez les résultats de tous ces essais-là dans ces deux synthèses. Donc tous ces documents-là sont disponibles sur le site de la Chambre. Je vous ai remis sur la dernière diapo les liens vers tous ces documents-là. Donc voilà, donc en conclusion, ajouter une plante de service pour gérer les adventices à la culture principale est un levier intéressant, mais comme tous les leviers, il faudra des fois l'associer, à le combiner à d'autres leviers pour qu'il soit vraiment efficace. Et ce sera un levier qui est intéressant, mais forcément qui dépendra du contexte et qui sera pas forcément intéressant dans tous les contextes. Donc c'est des choses à raisonner comme tous les autres leviers. Est-ce que c'est intéressant dans mon contexte? Est-ce que je le mets en œuvre avec quel autre levier? Et quel impact ça va avoir sur mes autres facteurs de production, donc notamment sur le rendement et les résultats économiques. Bien réfléchir aussi en amont à l'impact que cette plante de service va avoir sur ces facteurs-là. Donc là, ce qu'on a présenté, c'était surtout des résultats en agriculture biologique, puisque aujourd'hui, c'est en grande culture, c'est là où ce levier est le plus utilisé et le plus développé, sachant que on a vu qu'il avait un intérêt aussi en agriculture conventionnelle, surtout aujourd'hui où, comme on le disait au début, on est dans un cadre de diminution des intrants, donc où on est à la recherche de nouveaux leviers pour gérer les adventices. Donc ça peut avoir un intérêt aussi en conventionnel. Par contre, en agriculture conventionnelle, on fait face à d'autres freins qui ont déjà été levés en fait en agriculture biologique, surtout au niveau de la collecte ou sur le type d'association comme dans Progrès Live, on se heurte un peu aux coopératives qui ne veulent pas récolter forcément ce genre d'association, ou alors à des meuneries qui ne veulent pas de blé issu d'associations avec des protéagineux. On a des problèmes de débouchés aussi en agriculture conventionnelle où en bio on peut se permettre d'associer par exemple le protéagineux à de l'avoine ou du seigle qui ont un effet très intéressant sur la gestion des adventices, mais où en conventionnel on aura un peu de mal à trouver des débouchés pour ces cultures-là si on souhaite les vendre. Donc voilà, donc c'était surtout en grande culture. Après, il y a un certain nombre de choses, donc les principes qui sont derrière. Le fait d'utiliser une plante de service pour la gestion des adventices, le fait d'avoir une plante de service couvrante qui se développe bien, tout ça, c'est des principes qui peuvent être appliqués aussi dans les autres filières, surtout en culture pérenne, je pense en viticulture, en arboriculture, où on peut utiliser un peu les mêmes principes pour gérer les adventices. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et là, je vous ai remis tous les liens. Donc, si vous voulez après vous rendre sur les pages des différents projets pour aller un peu plus en profondeur sur les résultats qu'on a pu avoir.
Alors, merci pour cette intervention. Du coup, on va prendre un temps pour répondre aux questions qui ont pu être posées par écrit dans le chat. Qui sont les experts qui ont été interrogés dans le cadre des travaux de mon volet? Donc oui, c'est un terme générique que j'utilise, mais en gros, j'ai pu interroger des conseillers, des animateurs de groupes d'agriculteurs, des techniciens, des expérimentateurs et des chercheurs. Donc un panel assez large des différentes filières du végétal, donc grande culture, maraîchage, arboriculture, viticulture, horticulture, plantes à parfum aromatique et médicinal et production de semences. Donc qui m'ont permis en fait d'établir cet état des lieux des pratiques actuelles et qui m'ont aussi permis d'appréhender les projets qui étaient concrètement en cours ou les pistes de réflexion envisagées. Création de nouvelles variétés végétales en plantes de service. Quels organismes, entreprises travaillent sur cet axe? Est-ce que tu as connaissance? Le GEVES travaille là-dessus, si je dis pas de bêtises. Et quelqu'un dans le chat répond peut-être Jouffret Drio en entreprise. Est-ce que tu connais des essais sur la problématique ambroisie? Non. Non. J'ai pas... Alors, pour toutes les questions où on n'aura pas forcément de réponse aujourd'hui, sachez que nous reviendrons vers vous à la suite de cette session pour y répondre, vous apporter soit des compléments d'informations, soit vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient, eux, vous apporter ces compléments d'informations. Est-ce que peut-on avoir le PPT? Donc oui, vous aurez à la fois accès au support de présentation dans son entièreté et vous aurez aussi accès au replay, donc à la vidéo en fait de ce temps d'échange. As-tu connaissance d'essais en maraîchage sur ce sujet? J'ai pas connaissance moi d'essais. Après, je pense qu'à la chambre il y en a eu de faits. Sachez que vous aurez aussi prochainement, vous recevrez un questionnaire de satisfaction qui vous permettra de donner vos retours sur cette session, éventuellement de donner des pistes pour de futures interventions et pourquoi pas demander des éléments complémentaires, des mises en relation, etc. Écoutez, j'en profite là encore en attendant les dernières minutes de ce webinaire pour vous préciser que je suis disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions sur le contenu du projet PEI Santé du végétal. Sur le site de la Chambre et sur le site de Végépolis Vallée, vous pourrez trouver des informations complémentaires, également les liens vers les précédents webinaires, donc les vidéos des précédents webinaires. Et sachez que le prochain épisode a lieu la semaine prochaine à la même heure, donc vendredi 27, et traitera cette fois-ci de l'optimisation de la pulvérisation avec un focus plutôt viticulture. Et puis j'en profite pour promouvoir un peu le premier temps fort de ce volet 2 du PEI Santé du végétal, donc un temps d'échange entre acteurs du Conseil agricole qui aura lieu le 17 octobre prochain, donc jeudi 17 octobre, voilà, qui est ouvert à tous et qui en fait permettra un partage d'expériences et des échanges autour du conseil pour le déploiement des alternatives aux produits phytosanitaires. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'informations. Donc je manquerai pas de vous donner aussi le contact de Céline si vous souhaitez lui adresser justement des questionnements ultérieurs. Écoutez, je vois pas d'autres éléments qui apparaissent dans le chat. Du coup, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée à tous.